Bonjour et merci Madame la modératrice. Bonjour à tout le monde, Mesdames et Messieurs. Une fois, un ami m'a dit que personne n'a pas le droit de parler plus haut et plus longuement que la dimension de son pays. Effectivement, je ne suis pas d'accord. À plus forte raison que la Guinée-Bissau est un pays sui generis et presque inconnu. Donc il faut que j'en parle dans ce forum. Dans une société où, d'une part, l'impunité et de l'autre, la manque de garantie de procédure équitable envers les inculpés sont règles, c'est un grand défi concevoir et implémenter des mécanismes de promotion de l'accès à la justice, notamment s'agissant de la justice pénale. Une société qui se caractérise par l'existence d'un certain nombre de personnes physiques ou morales qui se placent extramuros le droit et la justice en ce qui concerne la responsabilité juridique et judiciaire par acte et omission commise. Une telle situation peut se vérifier avec plus ou moins d'accentuation dans les sociétés dont les institutions politiques et sociales sont fragiles. Et ceci, soit on est devant le droit et la justice traditionnelle, soit on parle du droit et de la justice formelle. Si on ajoute à tout cela le fait qu'en Guinée-Bissau, le taux d'illettracité, disons, atteint presque 60% de la population, dont la majorité de sexe féminin. La presque totalité de la population ignore leurs droits constitutionnellement consacrés et n'a aucune idée par rapport aux mécanismes qu'il faut saisir pour faire valoir ses droits en cas de viol. La population de la Guinée-Bissau vit avec moins d'$1 par jour. Et l'État dépend à plus de 75% de l'aide extérieure pour faire face à ses obligations envers le fonctionnement de l'administration publique, des investissements, etc. Donc, l'accès à la justice est devenu, une population qui est constituée de plus d'une trentaine d'ethnies, chacune avec ses particularités en matière d'usus et coutumes, en ce qui concerne notamment la place et le rôle des femmes et des enfants au sein de leur famille et des communautés où ils s'insèrent. Un taux élevé de violences domestiques, dont les victimes sont fondamentalement les femmes et les enfants. Des pratiques néfastes envers notamment les jeunes filles, qui sont souvent écartées de l'école et soumises à la mutilation génitale et au mariage forcé et précoce. La presque inexistence des voies de communication. On arrive à la conclusion qu'on est donc en face d'une société sémantique, une société de politiques sémantiques, des lois sémantiques, d'une justice sémantique et d'une citoyenneté sémantique. Dans des contextes et réalités de ce genre, il y a pas mal de valeurs et biens juridiques attribués et protégés par les lois, lesquels incombent à la justice de défendre et faire observer, qui restent inertes, parce que leurs violations sont souvent soit inaperçues, soit impunies. Donc, dans un contexte comme cela, quels sont les défis de l'accès à l'assistance juridique dans un contexte sociopolitique caractérisé tel que décrit ci-dessous? Malgré toutes ces contraintes, en Guinée-Bissau, la question d'accès à l'assistance juridique fut toujours partie de l'agenda à la fois politique et social. En fait, la Constitution de la République du 16 mai 1984 a doté dans ses articles 32 et 34 les principes selon lesquels, respectivement, chaque citoyen a le droit de saisir les organes juridictionnels contre les actes qui violent leurs droits, reconnus par la Constitution et par la loi, ne pouvant pas la justice leur être refusée par insuffisance de moyens économiques
et tous ont le droit d'information et de protection juridique dans les conditions définies par la loi. Donc l'accès à la justice est devenu, au travers de ces deux principes, un droit fondamental placé au niveau d'autres droits fondamentaux constitutionnellement consacrés, tels que, par exemple, le droit à la santé et à l'éducation. Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci-dessous, les autorités politiques se sont dès lors rendues à la fois impuissantes et insensibles aux besoins de la matérialisation de ce droit fondamental. Les autorités ont, depuis l'adoption de la Constitution de 1984, démissionné de ses responsabilités à ce niveau-là. En tout cas, les initiatives de concrétisation du droit à l'assistance juridique, notamment en faveur de la population plus vulnérable, ont été entreprises par des organisations civiles comme l'Ordre des avocats et quelques organisations non gouvernementales, même si, pour des contraintes financières et logistiques, de façon très précaire et donc sans résultat touchable. Ce n'est que dans le cadre du processus de démocratisation du pays, entamé à partir des années 90, que pour la première fois, le gouvernement a pu finalement, avec soutien du PNUD, entreprendre un processus de réforme judiciaire visant, d'une façon très concrète, promouvoir l'accès effectif à la justice. C'est ainsi que, toujours avec le soutien du PNUD, le gouvernement a approuvé en juin 2010 le décret qui adopte le régime juridique d'assistance à l'accès à la justice. Cette loi adopte un concept d'assistance juridique qui se développe dans les axes suivants. L'obligation générale d'État, au travers du ministère de la Justice, de prestation d'informations juridiques nécessaires à rendre connu le droit national, devant mener les campagnes de divulgation et autres formes de publication, assistance juridique sous forme de consultation juridique, exemption totale ou partielle des frais de justice ou le report de paiement de ces frais, et sous forme de l'assistance officieuse et gratuite par avocat. L'assistance judiciaire sous forme de médiation et conciliation des conflits, y compris les conflits à caractère pénal. Là, j'aimerais souligner que en 2011, soutenu toujours par le PNUD, le gouvernement a créé finalement un service public de promotion de l'accès à la justice, le cabinet de consultation et information juridique, moi je coordonne. Il faut souligner trois aspects importants. D'abord, la question relative au public bénéficiaire. Je peux dire que le public bénéficiaire du service sont les personnes économiquement plus défavorisées, des groupes moins protégés en fonction du genre, des groupes moins protégés en raison de leur âge, personnes analphabètes, personnes en situation de privation de leur liberté.